Ce n'est pas un secret, je pense. Il s'agit de parrainage payé. Je n'ai pas de mérite. Je suis la publicité que vous voyez sur YouTube avant de regarder la vidéo que vous avez choisie. Je suis très reconnaissant d'être ici à cet événement, de pouvoir créer du lien. On a souvent notre propre intérêt lorsqu'on participe à ces événements. Parfois, ça floute un peu notre vision, mais je suis vraiment reconnaissant au comité d'organisation d'avoir invité Hélène Campbell pour la clôture de cet événement. Je l'ai rencontrée, elle est absolument incroyable et je suis plein d'humilité de d'avoir la tâche de la présenter. Et je pense qu'elle va nous rappeler ce pourquoi nous sommes ici, à cet événement. La science, l'art de la médecine, apporte, amène des miracles quotidiens. Parfois, on ne se rend plus très bien compte à quel point le travail que certains d'entre vous font est extraordinaire. On ne se rend plus bien compte également des épreuves que traversent les patients. Et il y a 3 semaines, lors d'un autre événement, organisé par, Santé numérique Canada, on a fait une visite, on a d'un hôpital avec, notamment une visite de l'intelligence artificielle et comment elle était, utilisée et notamment pour préserver, des poumons grâce aux données, de l'intelligence artificielle et je ne savais pas que, quelques semaines plus tard, j'allais rencontrer, un miracle, vivant. On l'appelle la double-double puisqu'elle a eu 2 greffes, de poumons, et depuis elle fait du plaidoyer pour, les greffes d'organes. Je suis ravie de vous présenter Hélène Campbell. Hello, everybody. It's my first time talking with a leash, so this might be a little interesting. Bonjour à tous, c'est la première fois que j'amène mon fil avec moi. Je suis vraiment ravie d'être ici, pleine d'humilité. Certains d'entre vous ont entendu mon histoire, déjà, mais je vais vous la redire. Je pense qu'il faut néanmoins, prendre une minute pour célébrer les réussites et le travail, qui a été accompli. Nous avons survécu à une pandémie. Nous sommes rassemblés et je pense qu'on peut s'applaudir et se féliciter pour, le travail extraordinaire qui a été accompli par vous tous. La santé numérique, ça ici, c'est un produit de la santé numérique et moi je ne serais pas ici si, il n'y avait pas l'innovation et la technologie. Avant, j'avais, des énormes, machines, je ne pouvais pas, par exemple, prendre l'avion avec eux. Là, maintenant, j'ai mon petit R2D2 et parfois il est un petit peu lourd, je demande à ma maman de m'aider à le porter, de m'aider à le porter et je l'appelle donc, mon R2D2 Go-To, mon petit R2D2 portatif. C'est une nouvelle petite, petite laisse qui me suit. Il y a quelques semaines, j'étais en Terre-Neuve et me voici ici à Vancouver. Je ne pensais pas, que, j'allais pouvoir, voyager autant, étant donné ma situation. Je vais juste prendre une petite seconde pour, prendre un verre d'eau. Juste une petite seconde. Je suis désolée, j'avais préparé ma bouteille d'eau et puis j'ai oublié de la prendre avec moi. Pardon. Alors, je vais vous raconter mon histoire à présent. Lorsque j'étais en Terre-Neuve, il y avait une expression qu'on utilisait,
qui t'a tricoté, on dit, qui t'a créé. Eh bien, ce sont mes parents. Mon père, Alan, était professeur et ma maman est, infirmière. Ils sont retraités à présent, mais j'ai grandi dans une maison où mes parents étaient là pour servir les autres et ça fait partie de moi. Je pense d'abord aux autres et je réfléchis à ce que je vais pouvoir faire pour les aider. J'ai beaucoup de chance d'avoir grandi dans cette maison. J'ai 3 frères et sœurs. J'ai un frère, David, ma sœur Elizabeth et ma grande sœur Mary. Mais l'histoire que je vais raconter, est plutôt, sur moi, moi-même. Alors me voilà, je suis arrivée dans ce monde un vendredi parce que je savais que c'était le bon jour. Je suis, arrivée le 18 avril, je suis Bélier donc et j'avais toute l'énergie du monde. Ma maman me disait que, on était vraiment des sœurs, des on était très, remuantes et quand j'y pense, parfois je dis à ma maman: «Je sais pas comment tu as fait». On était vraiment, très remuantes, pleines de vie. On faisait plein de choses, on faisait du bénévolat à l'église, je travaillais au Dairy Queen, je travaillais également à l'hôpital, je sortais beaucoup avec mes amis. Il y a quelque chose que j'ai toujours aimé, c'est, créer du lien avec les gens, écouter les histoires des gens. J'adore cet aspect de la vie et je me suis demandé: «Qu'est-ce que je vais faire de ma vie, de cette chance qu'on a d'être là?» Moi, j'aimais beaucoup l'idée d'aller chercher les histoires et d'être derrière, une caméra. Steven Spielberg a été une grande source d'inspiration pour moi et je me rends compte à présent que c'est pas tellement les films qui m'intéressaient, mais plutôt le lien qu'on crée avec les gens, écouter leurs histoires, apprendre, trouver des petites pépites d'informations et c'est maintenant que je me rends compte de l'impact que les histoires peuvent avoir sur nos vies. Lorsque je travaillais à l'hôpital d'Ottawa, je travaillais avec mon amie Marie-Ève Choquette et elle est toujours, l'une des personnes qui écrivait le mieux que je connaisse et à l'époque, Twitter n'existait pas encore vraiment, pas autant qu'aujourd'hui, c'était pas aussi développé. Elle m'a dit, hem: «Écoute, Twitter vient d'arriver, il faut que tu t'y mettes». Elle m'a expliqué ce que c'était. Au départ, le concept nous paraissait un petit peu fou. Je me suis dit: «Mais enfin, qu'est-ce que j'ai à dire, de particulier?» Elle m'a dit: «Non, non, si quelqu'un qui est dans une position de pouvoir tweet quelque chose, ça peut vraiment avoir un impact profond. Je ne comprenais pas bien comment ça fonctionnait. Elle m'a bien expliqué l'idée du mot dièse, comment est-ce qu'on peut faire, suivre des tendances ou créer des tendances et la différence que ça fait. Je ne pensais vraiment pas que Twitter serait un des plus grands outils qui m'aiderait dans mon parcours personnel. Lorsqu'on était en Espagne, on était en vacances et on faisait ce mouvement de danse. Je vais vous montrer. Je suis pas, très fière, je dis ma danse s'est améliorée depuis lors, mais j'adorais voyager, partir en vacances en Espagne. J'avais 20 ans, j'étais en bonne santé, je m'amusais à Barcelone et je me disais, «Le monde est à moi». Et je suis, emballée de pouvoir, faire toutes ces expériences, d'aller, là, vous voyez, j'ai pris une moto alors que ma maman ne le savait pas et vraiment je me suis mise à adorer les voyages et lorsque je suis rentrée à la maison, je me suis dit: «C'est ça que je veux faire, je veux voyager, rencontrer des gens, faire des films». J'avais vraiment, ce projet pour ma vie. Donc, quelques jours après être rentrée, j'ai, acheté un billet d'avion. Je voulais aller, en Angleterre et en Écosse avec un sac à dos, mais je me suis rendu compte que ça allait être impossible parce que, mes poumons, commençaient à ne pas bien fonctionner. Lorsque j'étais plus jeune, on m'a diagnostiqué de l'asthme, ce qui était un mauvais diagnostic. Mmh. Ma plus jeune sœur elle-même a été testée, elle avait vraiment de l'asthme. Donc moi, quand je me suis présentée avec les mêmes symptômes, on m'a dit: «Oui, c'est de l'asthme également». Je
n'ai jamais été une patiente, qui suivait très bien les prescriptions, mais je me rends compte que j'avais tort. Je pensais à l'époque que j'étais invincible et lorsque j'étais en train de voyager en Grande-Bretagne, je me suis dit: «Bon, je devrais peut-être commencer à prendre, mon inhalateur parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas». J'avais cette petite toux, un peu comme ça et comme j'étais tout le temps occupée, soit à travailler, soit à sortir, soit à travailler, à Dairy Queen, je n'étais presque jamais à la maison. Si j'avais été à la maison, je pense que ma maman, heu, m'aurait demandé d'aller me faire examiner. Mais comme je n'étais pas à la maison, pendant, tout un moment, on n'a pas vraiment remarqué ce que j'avais. Lorsque j'étais dans le train, d'entre Londres et Inverness, je me suis assise à côté d'un respirologue. Je l'imite avec son accent. Il m'a dit: Tu as un drôle de toux». Oui, c'est je lui ai dit: «C'est de l'asthme». Il m'a dit: «Non, non, non, c'est pas de l'asthme, hein, il faut te faire une radio, des poumons». On a discuté et il m'a dit plein de choses et tout ce que j'entendais c'est, «Tu as besoin d'une radio des poumons» et je sais que ma maman m'avait dit ça, mais les mamans, on ne les écoute pas, même les mamans infirmières. Alors je suis arrivée à Inverness pour, avec mon amie Danica, on a discuté, je lui ai parlé de cette radio des poumons et elle m'a dit: «Écoute, il a peut-être pas tort, ta maman n'a peut-être pas tort, je sais pas». Et quelques secondes après, j'ai pris cette photo et je me suis dit: «Oh là là, on dirait des poumons». C'est un signe. Parfois, vous voyez, les choses, se produisent. Il y a ces signes qui nous arrivent en pleine figure et on était en 2020, bien sûr, je ne savais pas ce qui se profilait. Lorsque je suis revenue de mon voyage, je suis restée un peu à la maison et ma maman m'a convaincue. Elle m'a dit: «Hélène, s'il te plaît, va passer une radio des poumons. Au moins juste voilà, juste ça, le minimum». Je suis allée, j'ai passé cette radio des poumons et quelques jours après, j'ai reçu, cette, un coup de fil. Voilà à quoi auraient dû ressembler des poumons d'une personne de 20 ans et voilà à quoi ressemblaient mes poumons. Je ne fumais pas, je ne comprenais pas ce qui se passait et ça a pris des mois pour comprendre quel était le problème. On n'a pas, eu de diagnostic avant qu'on m'ait enlevé les poumons. Mais je savais que je n'avais que 26 de fonctionnalité de pulmonaire et que j'étais en train de perdre ma fonction pulmonaire et que le seul traitement possible, c'était, une double greffe du poumon. Vous imaginez bien que je n'attendais pas ça. J'ai eu un appel qui m'a dit: «Hélène, il faut que vous veniez absolument à l'hôpital tout de suite. On est en train de regarder votre, radio des poumons et vos poumons, s'effondrent, hein. Vos poumons ne vont pas bien du tout». J'ai appris, beaucoup en peu de temps et il s'est avéré que j'avais cette, maladie rare, pleuroparenchymal fibroélastose. Ce qui veut dire que les poumons sont comme une éponge, les poumons sont comme une éponge, ils se durcissent et la fibrose pleuroparenchymal était en train, en fait, de détruire, l'extérieur de mes poumons et une fois que ça a démarré, ça a fait une réaction en chaîne qui, ne s'est plus arrêtée. Donc ma vie, s'est complètement, retournée. Cette idée que j'allais, voyager, faire des films, tout ça, d'un seul coup, ça a disparu. On vit à Ottawa et malheureusement, ils ne font pas de greffe de poumons à Ottawa, mais ils les font à Toronto. Et lorsqu'ils m'ont dit que j'aurais besoin d'une double greffe de poumons, je me suis dit: «C'est vraiment une situation difficile», mais je me souviens que, en 4e, on m'avait dit, en 8, on m'avait dit: «Tu ne peux pas contrôler ce qui t'arrive, mais tu peux contrôler ta réaction à ce qui t'arrive». Et je me suis dit: «Être malheureuse, ça va pas changer le fait que j'ai des poumons détruits, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais être positive». Mes infirmières et moi, on a fait, des vidéos. Mon père m'appelait, YouTube. Ça a demandé quand même des efforts, heu, une capacité d'adaptation.
Et les gens, je pense, oublient que quand quelque chose comme ça se produit, ça n'affecte pas que le patient, mais la famille tout entière. Toute l'unité familiale est affectée. Et le fait que j'ai besoin de cette greffe de poumon nous a, amenés à les a amené, par exemple, ma maman à déménager, à Toronto avec moi, et mon père, lui, a dû prendre également du temps, en dehors de son travail pour, s'occuper de mes frères et sœurs. Il y a eu ce coût de déménager, déménager dans une ville en ne sachant pas si on allait pouvoir revenir à la maison. Tout ça, c'était la réalité à laquelle on était confrontés. C'était difficile financièrement, physiquement, émotionnellement, c'était épuisant. Et puis un homme est arrivé, Taver. Taver, avait été, à l'église, il avait, il fait partie d'une, opération, de don à l'église où il avait, reçu, de l'argent de la part des autres, et il m'a dit: «Je vais utiliser cet argent pour, faire un site internet pour la famille d'Hélène, pour, les aider dans, le coût de leur déménagement». GoFundMe n'existait pas à l'époque, et il a décidé de rediriger cet argent qu'il avait reçu vers moi. Il m'a appelé. Au départ, j'étais pas très à l'aise. Je me disais que, j'allais, déménager à Toronto, travailler chez Starbucks en attendant mes nouveaux poumons, et puis qu'ensuite je rentrerai à la maison et que ça serait fini. Mais en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ça a été C'était difficile d'être vulnérable. C'était, difficile, d'être transparente sur tout ce qui se produisait. Je détestais, donner aux gens des mauvaises nouvelles. Et je me rappelle une fois, je suis allée dans un Tim Hortons avec mon oxygène, j'ai quelqu'un m'a dit: «Hélène, mais pourquoi est-ce que tu as une bouteille d'oxygène?» J'ai dit: «Ouh là là, c'est une longue histoire», et lorsque Tabor m'a dit: «Est-ce qu'on peut faire un site internet, pour toi, pour ta famille? Qu'est-ce que tu en penses?» J'ai dit: «Bon, pourquoi pas?» Il m'a dit: «Comment tu veux que ça s'appelle?» Alors j'ai dit: «Je veux que ça s'appelle A Lung Story», une histoire de poumon, ou une longue histoire, un jeu de mots sur lung, longue. Hem Et il m'a dit: Tu peux mettre des messages sur Twitter pour, rediriger les gens vers, ton site web», et c'est vrai que ça a été plus facile, d'utiliser ce site internet pour communiquer, pour expliquer aux gens ce qui était en train de m'arriver, pour partager mon histoire. Il y a eu ensuite, une levée de fonds, à la suite de ce site internet. Le site internet a été partagé dans le monde entier parce que, tous les gens me voyaient, danser en Espagne, à Barcelone, et ils n'arrivaient pas à croire, que, j'étais, à présent, en train de devoir déménager à Toronto pour recevoir une greffe de poumon. La vie peut changer en un instant, on ne sait pas combien de respirations il nous reste. Tout est, incertain, et j'ai appris ça, durement. Et je ne m'attendais pas à ce que ça m'arrive. Je me souviens que lorsque on a fait la levée de fonds, les membres de notre communauté se sont rassemblés, et mon employeur à Dairy Queen m'a dit: On va matcher toutes les donations qui vont parvenir, qui vont arriver à ta famille». Et donc, tous les gens qui voulaient, donner sont allés à Dairy Queen, hem et on a réussi à lever 8 000 $ en un seul jour. Donc le soutien de tous ces gens qui se sont rassemblés autour de nous, c'était vraiment formidable. Et il y avait une personne qui a lu cette histoire, qui a lu l'histoire de cette, levée de fonds, ce qu'a fait Dairy Queen, ce qu'a fait la communauté autour de nous. Il est venu et il a voulu, m'interviewer, ma maman et moi. Et alors qu'il, nous interviewait, il a demandé à ma, maman, «En tant qu'infirmière, qu'est-ce que ça vous fait de voir votre fille qui traverse ça?» Et la réponse de ma maman, ça a été: Heu, «J'espère qu'à travers son histoire, on peut, attirer l'attention sur l'importance des greffes d'organes».
Et lorsqu'elle a dit ça, c'est comme si on avait allumé une lumière en moi. Je me suis dit: «Tout ça, ça me dépasse» et il y a un objectif derrière ça et ça va être mon objectif, heu, faire du plaidoyer pour les greffes d'organes et ce site internet, ça va être justement l'outil que je vais utiliser pour faire du plaidoyer pour le don d'organes. Mais je me dis si j'envoie des tweets, sur le don d'organes, est-ce que je vais vraiment influencer les gens? Alors j'ai appelé mon amie Kelly, je lui ai dit: «J'ai une idée» et 10 minutes après, elle était chez moi et on faisait une vidéo qui était une sorte d'appel à l'action. Je demandais aux gens de me rejoindre dans cette aventure Twitter pour essayer de retweeter, et faire passer le mot, en faveur du don d'organes. On s'est dit: «On va essayer». On a fait une vidéo, un appel à l'action en disant, «Tout le monde le, 19 janvier, le jour où, Hélène et sa maman vont déménager, à Toronto, heu, on va tweeter, on va essayer de créer, un buzz, de sensibiliser aux dons, d'organes» et j'ai, on a à un moment, il y a eu le nom de Justin Bieber également qui a été, lié à notre mot, dièse. Il n'a pas retweeté, mais ça a quand même permis, de, décupler, les retweets, hein et on m'a dit, même si Justin Bieber n'a pas retweeté, on a eu quand même 326 personnes qui se sont inscrites pour le don d'organes et ma maman et moi, on s'est dit: «Mais c'est extraordinaire, même si ce n'était qu'une seule personne, ce serait extraordinaire, ça aurait été incroyable». Le lendemain matin, je me suis réveillée et mon téléphone, ne fonctionnait plus. Je me suis dit, «On l'a fait, il l'a fait, il l'a fait, il avait répondu». Heu, il avait utilisé ce mot «believe» et on ne pensait vraiment pas qu'il le ferait et pourtant il l'a fait et le don d'organes, les enregistrements de gens, se sont, multipliés. Voilà ce qu'on a fait. Ensuite, on s'est demandé: «Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant?» videos every single Je vais day. vous montrer ce I qu'on a saw fait. this next video that came in. I knew I wanted to meet this young woman. Let's watch her. My name is Hélène Campbell. I'm a huge fan, and I'm 20 years old. I'm currently living in Toronto, and I'm waiting for a call from the transplant team for a double lung transplant. It's kind of weird because I left Ottawa and I left home, and it could be a really negative situation, but I'm trying to stay positive in this. My best way to do it has been so far to help raise awareness for organ donation and giving blood. My goal is for you to watch this video and to really be inspired to help out with this cause. You have such a credible voice and you like to touch causes that people don't like to talk about. In January, a bunch of friends and I rallied together and thought, why don't we try and tweet to Justin Bieber and get him to help us raise awareness for organ donation? And he did. And over 2,000 people in Ontario alone signed up and registered to be organ donors. And I keep thinking, if that was only done by a tweet, imagine if you could speak about it for 2 minutes, how many people would feel influenced to register and give the gift of life. It's not just about lungs, there's so many other things out there. One person decides to donate their organs, that's saving 8 lives. That's giving 8 people a chance of living longer and happier and with their loved ones. Lots of people don't know about, they're not even aware, or they're aware but they just aren't sure. Why not give someone else a second chance? Why not let them have a chance to dance again or, like go up the stairs without feeling sick? It's so amazing that you can give the gift of life after we've passed and give someone like me a second chance. Like, I love dancing like you do, and without getting a lung transplant, I won't be able to do it anymore. So that is Aileen. She can't travel right now, and I thought we would surprise her via Skype. She thinks that she's waiting to Skype with a producer,
she can't see me, and that is her waiting. And so let's surprise her and show her who she's going to Skype with right now. Hi! Surprise! Hi, Alien! Hi, Alien. You thought you were going to talk to somebody else, huh? Hello. Hi. I was so moved by your video that you sent. I wanted to meet you, and I know you can't travel right now. So I know this is kind of a shock, and now I'm going to ask you to just talk normally. But Mom, can you turn up my oxygen? yeah, please turn up her oxygen right now. Wow, right? Incredible. Incroyable, hein, vraiment. Je ne pensais pas que simplement, faire ce tweet, et cette vidéo, ça des choses qui m'arriveraient un jour, hein. Mais c'était une aventure extraordinaire et c'était absolument incroyable, hein. Mais la maladie que j'avais était assez agressive et progressait vite. Je n'avais plus beaucoup de temps. On sait que l'histoire se termine bien parce que je suis là, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde et malheureusement, 1 personne sur 3, décède alors qu'elle attend un don d'organes et ça ne devrait pas être le cas. Et alors que mes poumons étaient en train d'arrêter de fonctionner, heu, le soutien que j'avais autour de moi ne faisait que grandir. J'ai eu des milliers de gens qui m'ont soutenue, qui m'ont envoyé des messages d'encouragement, mais pourtant c'était tellement dur. Donc je n'imagine même pas lorsque l'on doit traverser ça et qu'on n'a pas le soutien que j'avais, être face à l'inconnu, à l'incertitude, ne pas savoir si on va s'en sortir. À chaque fois que le téléphone sonne, on se dit: «Ça y est, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est, l'appel que j'attends?» Imaginer ces émotions, être face à sa propre mortalité, et se rendre compte de tout ça, se dire: «C'est peut-être la fin pour moi». Ça a été vraiment un moment très difficile. Mais comme je l'ai dit, on sait que l'histoire se termine bien. Le 6 avril, j'ai reçu ma première double greffe de poumon. Mes poumons ont été mis, sur une, machine, ex vivo, c'est la machine dont parlait Alex. Les, poumons du donateur étaient, trop gros pour ma poitrine, donc soit il pouvait, heu choisir quelqu'un d'autre pour la donation, mais cette personne-là avait beaucoup plus de temps devant elle que moi, ou alors ils avaient la possibilité de faire la transplantation dans ma poitrine. Ils m'ont choisi et ils ont mis ces, hem, poumons, heu, dans une machine et ils ont fait une, lobotomie et ils m'ont, transplanté une partie des poumons. Ce qui m'a permis néanmoins de continuer à vivre grâce à cette technologie extraordinaire, à cette innovation, ces machines ex vivo. Parce que faire la chirurgie avec cette machine réduisait le risque d'hémorragie, le risque d'infection. Ils ont, également ajouté une solution antibiotique et c'est vraiment remarquable ce qu'ils peuvent faire. Voilà une photo qui a été prise, juste avant qu'on m'emmène en salle d'opération et je me rappelle avoir dit à ma maman, que je m'en sorte ou pas, je serai dans un monde meilleur et je le pensais vraiment. C'était difficile, il a fallu ensuite se remettre, il fallait que les poumons, se remettent et souvent on se dit que la greffe, hein, c'est le traitement. En fait, ça permet la guérison. Non, c'est plutôt un traitement. C'est quelque chose, qui ne va pas tout résoudre. C'est pas un médicament, c'est un traitement et ça va être long et dans le temps. Mais l'alternative, c'est la mort, donc ça vaut le coup d'essayer. Et lorsqu'on m'a dit que j'aurais besoin d'une double greffe de poumon, les il y avait pas beaucoup d'informations disponibles, sur, les greffes de poumons
et beaucoup, souvent on disait la longévité post-greffe était de 2 à 5 ans et quand on lit ça, ça fait peur. Ça fait peur, de savoir ça. Mais maintenant qu'on a ces infrastructures, ces bases de données qui permettent d'avoir plus d'informations, on a une meilleure image, une image plus précise des chiffres et les gens ne, sont peut-être pas aussi découragés, qu'auparavant lorsqu'ils doivent subir ça et ça, rien que ça, c'est remarquable. Depuis lors, j'ai fait plein d'expériences extraordinaires, mes sœurs se sont mariées, j'ai je suis allée en Hollande, ils ont, nommé une rue, heu, ils ont donné mon nom à une rue et tout ça, c'est un rappel de la façon dont les gens peuvent se rassembler. L'histoire de la donation d'organes va bien au-delà d'un individu seul. Ça, requiert, heu, plein d'éléments qui doivent, se rassembler et moi, mon histoire avait tous ces éléments qui se sont rassemblés pour m'amener là où je suis aujourd'hui et lorsque je regarde cette rue qui porte mon nom, ça me rappelle cette unité, cette communauté qui s'est rassemblée. Il y a une force dans ce lien des gens qui se rassemblent. Non, ça fait partie de la présentation, vous inquiétez pas. Parfois, on pense que, tout va bien, on a tout prévu et puis il y a une, erreur qui se produit. Heu, j'ai célébré, malheureusement, j'ai eu un rejet de greffe. 5 ans après, je suis retournée à Toronto pour, une nouvelle greffe, double greffe. C'était extrêmement difficile de vivre ça, donc on a décidé de ne pas, en parler en public, de je ne regrette pas cette décision. D'ailleurs, si je devais le refaire, je le ferais, mais une deuxième greffe de poumon, se sentir, vulnérable à nouveau, je pense que pour des raisons de santé mentale, j'avais vraiment besoin que ça reste privé. Donc en septembre, 2017, j'ai reçu ma deuxième double greffe de poumon. C'est pour ça que je m'appelle, je me nomme double double. Les gens disent: «Mais enfin, c'est extraordinaire, il y a tellement de gens, qui sont des double doubles, en fait, hein». C'est pas si rare, hein, que les gens, reçoivent une deuxième double greffe de poumon. Donc c'est la réalité des choses. Depuis ma deuxième greffe, j'ai, heu, pris un chien, un petit tater tot, Théophile et j'ai également rencontré, mon neveu, mes 2 beaux-frères et à chaque fois que je respire aujourd'hui, ça me rappelle la fragilité de la vie et en même temps la chance que nous avons d'être tous ici. Il y a une citation de Ralph Waldo Emerson que j'aime beaucoup. Lorsque je travaillais, dans un centre aéré, j'étais plus petite, une petite fille m'a donné un marque-page avec, cette, citation de Ralph Waldo Emerson. Je vais vous la montrer. Heu, Parfois les choses comme ça ont cette résonance, hein. C'est pas, la citation tout entière parce qu'elle est assez longue, mais j'en ai, repris, des petits morceaux. Rire souvent, rire beaucoup, apprécier la beauté, trouver le meilleur chez les autres, laisser le monde un peu meilleur, savoir que, heu, une vie à mieux respirer parce que vous avez vécu, c'est ça la réussite et l'impact de cette, citation, est-ce que ça signifie pour moi? Est-ce que ça devrait signifier pour vous tous? C'est ça en dit beaucoup. Je pense qu'on est, souvent, on pense beaucoup, on est très matérialiste. On pense aux choses autour de nous, mais l'essentiel n'est pas là. Et vous, à travers votre travail, vous allégez les souffrances des autres, vous espérez vivre longtemps et vous espérez que les autres vivent longtemps. Et savoir que les autres respirent mieux grâce au travail que vous faites, c'est ça qu'il faut garder en tête et dont il faut être fier. Donc je voudrais vous remercier tous pour ce travail extraordinaire que vous faites. Et j'espère que ça va vraiment vous encourager à continuer votre travail
et à vous recentrer et à vous recentrer sur l'objectif qui est derrière ce travail. Je voudrais vous remercier encore une fois pour ça. J'ai une petite vidéo à vous montrer pour finir. Merci beaucoup de m'avoir écouté.